on est heureux et on imagine bien que notre conférencier va dire des mots que vous attendez beaucoup. Bienvenue à Orléans. Merci beaucoup. Merci. Notre invitation nous a permis, je crois, de découvrir une fête de Jeanne d'Arc. Et à Orléans, on en est très fiers. Cet hommage fidèle à notre héroïne, à notre histoire, à notre patrimoine qui vous est cher au cœur, est un rassemblement unique qui force l'admiration bien au-delà des limites de notre ville. Alors pour vous, après des études, vous me dites si je me trompe pas, de philosophie et de management, vous vous êtes lancé dans le Tour de France des cathédrales. Oui. Ces gardiennes de nos savoirs, de nos héros bâtisseurs et de notre culture chrétienne. Si je vous le donne comme ça va ? C'est le temps long en action. Vous êtes propulsé sur le devant de la scène lorsque, avec votre sac à dos comme seule arme, à Annecy, vous avez sauvé l'enfance et l'innocence devant la violence et la barbarie. Ça, oui. Peut-être n'est-ce pas le hasard, mais la providence qui vous a mis là. Vous êtes un passionné de cette France des travailleurs silencieux qui font nos paysages. C'est ce patrimoine matériel, tout autant qu'immatériel, que vous portez à tous lors de vos conférences et émissions diverses. Aujourd'hui, vous allez être la voix d'un message que tous ici attendent: engagement, fidélité, héroïsme à l'histoire, à l'image de Jeanne d'Arc, qualité indispensable pour construire et durer. Merci. Et on attend votre mot. Merci Bénédicte. Merci beaucoup Bénédicte pour vos mots d'accueil, votre mot d'accueil. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Même au fond ? C'est bon ? Top. Mais écoutez, je suis vraiment très heureux d'être devant vous ce soir. Pour tout vous dire, je suis même intimidé devant cette si noble assistance, surtout à Orléans et surtout à 50 mètres de la cathédrale Sainte-Croix qui est dans le top 5, dans mon top 5 des cathédrales de France. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur ce soir. Et si j'ai accepté l'invitation de Bénédicte à venir vous parler ce soir, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Jeanne d'Arc me parle, à moi personnellement, me parle au cœur, pour bien des raisons, mais aussi et surtout parce que je crois avoir, avoir contemplé à travers mes aventures un petit morceau, ou en tout cas ce que j'espère être un petit morceau, des vertus héroïques de Jeanne d'Arc et en quoi ces vertus-là sont celles directement héritées de nos ancêtres, les bâtisseurs de cathédrales. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir. Et surtout, le principal de mon propos, ça va être de vous montrer que ces vertus-là sont pour nous aujourd'hui extrêmement importantes, à la fois à titre individuel et aussi à titre collectif. Voilà, alors c'est un gros programme. J'espère que je vais réussir à trouver les bons mots pour vous toucher, vous, parce que d'Arc et les cathédrales ont quelque chose à me dire, et je vais m'en nourrir pour améliorer ma vie. Voilà, ça c'est mon objectif. Ceci en guise d'introduction. Je me représente rapidement, je suis Henri d'Anselme, j'ai 27 ans, je suis le second d'une fratrie. Et
Et j'ai fait, effectivement, comme Élie vous l'avez dit, une licence. Et ça, je suis parti faire un stage ouvrier, enfin un stage, non, une expérience ouvrière, parce que j'étais déjà diplômé, sur un chantier monument historique. Et là, j'ai rencontré, je me suis confronté à des artisans compagnons du pouvoir, donc à ceux qui sont directement héritiers des corporations qu'on bâtit sur les chantiers de cathédrales. Et c'est ces gars-là qui m'ont dit, Henri, ton tour de France des cathédrales, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Donc je suis parti quelques mois après. Ils avaient raison, si je ne le faisais pas maintenant, je n'allais jamais le faire. Et puis comme je ne savais pas encore très bien ce que je voulais faire dans ma vie, je me suis dit, c'est le moment où j'avais, je ne dois plus rien à personne, j'ai mon bac plus 5 pour papa, donc c'est parfait, je peux y aller, en ayant la conscience tranquille. Et donc je suis parti le 25 mars 2023. Il ne faut pas que je me trompe dans les dates. Je suis parti le 25 mars 2023 pour 9 mois d'aventure à travers la France. Ces 9 mois choisis consciemment, puisque 25 mars, 25 décembre, pour ceux qui connaissent leur caté, c'est de la fête de l'Annonciation à la fête de la Nativité. C'est les 9 mois de grossesse, les 9 mois de grossesse de la Sainte Vierge, 9 mois pour moi, ce que j'allais découvrir parce que je ne savais pas encore, d'accoucher de ce que j'appelle aujourd'hui le message de la cathédrale. Voilà, mais avant de vous raconter ça, avant de vous raconter cette aventure, il faut que je revienne un petit peu plus tôt dans le temps pour vous raconter pourquoi faire un tour de France des cathédrales. Alors, je vais aller rapidement, mais c'est important que vous compreniez l'origine de ma démarche. J'avais à peu près, c'était collège, j'étais en 4e, 3e, des choses comme ça. On était en vacances en Vendée, on allait à la plage, j'étais dans la voiture avec mes parents, et je me retourne vers ma mère, je suis entraîné en disant « Maman, un jour, promis, je ferai un tour de France des cathédrales à cheval. » Donc bien sûr, elle rigole. « Oui, oui, Henri, c'est bien, voilà, c'est encore un de tes rêves. » Mais sauf que j'ai dit ça vraiment très premier degré. Parce que c'est resté comme une idée folle dans ma tête, issue de ce que j'avais appris dans mes cours d'histoire. J'ai à peu près suivi mes cours d'histoire. Je sais qu'en France, d'ailleurs, je vais vous poser la question. Ceux qui savent peut-être déjà, ne dites pas maintenant, on va faire un... Est-ce que vous savez combien il y a de cathédrales en France? Allez, je démarre qui se lève. Combien de cathédrales en France? 120 plus 180, bon allez, vous l'avez trouvé. 180 cathédrales en France. Est-ce que vous savez ce que c'est une cathédrale? Oui, monsieur. Bien joué, c'est exactement ça. Une cathédrale, c'est l'église dans laquelle il y a la cathèdre. La cathèdre étant le trône de l'évêque. Monseigneur, corrigez si je vous mais c'est le trône de l'évêque qui représente son pouvoir spirituel et autrefois aussi son pouvoir temporel. Parce qu'on a eu des évêques qui étaient des princes, on a même eu des évêques qui étaient pairs de France, et donc ils possédaient des terres et ils régissaient comme les seigneurs de l'époque. Aujourd'hui, les évêques n'ont plus qu'une autorité spirituelle et la cathèdre représente cette autorité. Cathèdre, cathédrale, la cathédrale c'est l'église de l'évêque, entre guillemets, donc traditionnellement c'est la plus grande, la plus belle. Et puis, surtout quand on se plonge aussi dans l'histoire de France, il y avait un petit peu, une guerre à l'ego à l'époque. Et c'était à qui aurait sa plus grande et sa plus belle cathédrale. Il faut suivre que les évêques étaient largement suivis dans leur délire par les seigneurs et les populations locales. Voilà, donc ça c'est les... Et je savais, moi, que les cathédrales sont à peu près uniformément réparties sur le territoire français. Alors, 180 cathédrales, donc on pourrait penser 182 diocèses, pourtant aujourd'hui on n'a plus que 90 évêques, c'est pas logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un petit, grand monsieur qui est passé par là qui s'appelle Napoléon, qui a voulu faire coller la carte des départements avec celle des diocèses. Ça a plus ou moins fonctionné en fonction des régions, ce qui fait qu'aujourd'hui on a plus de cathédrales que d'évêques, et donc dans beaucoup de diocèses, on a des co-cathédrales ou des anciennes cathédrales. Pour vous donner un exemple, dans le diocèse de Digne-les-Bains, qui est un des plus petits diocèses de France en termes de territoire, il y a 7 cathédrales. Voilà. Alors j'en ai compté 7, il y a 2 ruines. Il y a 2 ruines, mais voilà. C'est pour vous donner le contexte. Donc moi je savais ça.
Et au fond de moi, j'avais envie de vivre une aventure. Je voulais découvrir mon pays dans sa profondeur, sa largeur, sa hauteur. Je voulais découvrir ses habitants, je voulais découvrir ses cultures, je voulais découvrir sa gastronomie, je voulais découvrir ses paysages. Je voulais, comme un gamin de mon époque, découvrir dans quel contexte spatio-temporel je m'inscris. Et ça, c'est vraiment important parce que j'en ai eu une conscience aiguë assez rapidement. C'est je fais ce tour de France équatorial pour vivre une aventure et découvrir mon pays. Donc ça, c'est resté, on va dire, comme une idée folle, tout mon collège lycée. Je pars faire mes études à Paris. Et puis, vous connaissez ce drame, 15 avril 2019, incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi cet incendie nous a traumatisés? Tout le monde se retrouve autour de Notre-Dame? Tout le monde ici a connu Notre-Dame, un joyau d'architecture et de Merci beaucoup. Donc on a un joyau de l'architecture, un emblème d'unité. Quoi d'autre? Pourquoi ça nous a traumatisés, l'incendie de Notre-Dame? Parce que c'est le monde entier qui a été. Exactement, c'est un symbole international pour notre pays. C'est un symbole à la fois historique, aussi culturel, voire même de pop culture. Puisqu'on peut parler d'abord de Victor Hugo et puis après de Disney, avec le bossu de Notre-Dame. Quoi d'autre? C'est pas suffisant. Pourquoi Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame nous a traumatisés? On peut dire par rapport à ça, on déconne parce que l'événement de ça, c'est ce Soudan, comme ça, comment, mais ça. Violence de l'accident et surtout continuité historique brisée, notamment avec l'histoire de la Charpente. Donc on a là un symbole culturel, un symbole international, un symbole d'unité, un symbole historique. Quoi d'autre? Ça a lieu la semaine sainte, ça rejoint le dernier truc que j'essaie de vous faire dire. C'est quoi Notre-Dame de Paris? La couronne d'épines d'une église, merci beaucoup. Donc nous avons un symbole spirituel. Et ça, c'est extrêmement important, puisque c'est effectivement un sanctuaire dans lequel il y a une, si ce n'est là, avec le sanctuaire, plus grande relique de la passion du Christ, la couronne d'épines. Donc on a 5 aspects qui sont extrêmement importants, et ça nous a traumatisés, parce que ce soir-là, il faut que je vous le rappelle, on a réellement failli la perdre. On a réellement failli la perdre. Il s'en est fallu de peu, il s'en est fallu de la décision volontaire posée par une dizaine de pompiers qui ont accepté de mettre leur vie en jeu pour de la pierre, grimper dans le beffroi nord et éteindre le feu qui commençait à attaquer le beffroi. Et si le beffroi s'écroulait, les cloches tombaient, la tour tombait et tout l'édifice avec. Il y a cet échange très célèbre entre le général des pompiers qui vient annoncer la nouvelle à Emmanuel Macron en disant le feu a atteint la tour nord, il faut intervenir. Normalement, le protocole des sapeurs-pompiers interdit aux pompiers d'intervenir quand il n'y a plus de vie humaine à sauver. Mais il a dit, j'ai une dizaine de gars qui se portent volontaires pour le faire. Emmanuel Macron pose cette question, est-ce que le risque est mesuré? Le général des pompiers répond, le risque est consenti. Et ça, c'est vraiment pour vous donner la portée de ce qui s'est passé ce soir-là. Donc on a failli la perdre. Et ça nous a traumatisé parce que Notre-Dame de Paris, c'est ces 5 aspects. C'est ce que j'appelle une œuvre de civilisation. Et retenez bien cette expression parce qu'elle est fondamentale. Une cathédrale, c'est une œuvre de civilisation. Une histoire, un art, une architecture, une unité, et surtout une façon de se projeter dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire une spiritualité, c'est-à-dire une religion. Et ça, c'est ce qui fait la civilisation. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc on a cette chance immense en France d'avoir ce genre de bijoux, d'incarnation dans la matière, dans un seul et unique monument au cœur de toutes nos grandes villes, un symbole de civilisation. Ce que je peux vous dire, c'est aussi valable en réalité, pas que des cathédrales. C'est valable de la moindre église, c'est valable de la moindre chapelle, ça peut être valable de certains grands châteaux, c'est même valable du moindre calvaire que vous pouvez croiser sur les bords de route. Ce sont des symboles qui réunissent, qui manifestent une culture et qui manifestent une religion. Ça, c'est extrêmement important. Donc moi, ça m'a traumatisé.
Et le soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris, je me suis dit, Henri, l'idée folle que tu as de faire le tour de France des cathédrales, c'est plus seulement une idée folle, c'est un projet. C'est passer de l'idée au projet. C'est très important puisque ce soir-là, pour moi, il était question de rendre un hommage. Donc, vivre une aventure, découvrir mon pays, de rendre un hommage. Rendre un hommage à qui? À toutes nos cathédrales, à Notre-Dame de Paris, certes, mais aussi et surtout à toutes nos cathédrales, parce qu'il y en a des plus belles et des plus symboliques que Notre-Dame de Paris. Troisième dimension, c'est cette idée de transmission. J'ai eu pendant toute la deuxième partie de mes études la joie de pouvoir présider des mouvements de jeunesse. J'étais responsable d'associations de plusieurs centaines de personnes à travers toute la France et je les emmenais faire des camps à l'étranger, en France, des camps ski, machin, etc. Et j'ai pris le goût de la transmission à ma génération. Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, quitte à vivre une aventure et quitte à rendre un hommage, autant le faire sur les réseaux pour transmettre la beauté que j'ai découverte. C'est dans cet état d'esprit que je suis parti, et je suis parti en me posant deux questions fondamentales. La première, c'est pourquoi on a autant de cathédrales aujourd'hui en France, dans notre pays? Pourquoi on en a autant? Deux, qu'est-ce qu'elles disent de nous? Qu'est-ce qu'elles disent de nous? Aujourd'hui, moi, Henri Dancel, 27 ans, quand je visite la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, quand j'ai la chance d'être emmené par Yann tout en haut de la cathédrale, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Qu'est-ce qu'elle est en train de vous raconter? Voilà, c'est ça la question la plus importante. Et c'est là où je raccroche les wagons avec Jean. Vous allez voir. Parce que il s'est passé quelque chose pendant mon aventure qui a marqué tout notre pays, et voire même au-delà, qui moi m'a profondément marqué, bien évidemment, c'est l'attaque au couteau d'Annecy. Je ne vous refais pas l'histoire dans le détail, mais je traversais la ville d'Annecy, il y a un grand parc qui s'appelle le Paquier, au centre de la ville. Je devais être 8h30 ou 9h du matin. Je traverse en diagonale pour rejoindre la cathédrale d'Annecy, après avoir passé 2 jours de route devant cette ville. Et j'arrive pile au moment où il y a un grand type, mec, c'est pas un monsieur, mais voilà, un type, qui se lève et qui commence à poignarder les enfants dans les poussettes, à 20 mètres de moi. Donc la décision elle est triple, donc j'ai on va dire une seconde et demie pour réaliser ce qui se passe. La décision elle est triple, soit je fuis, s'il n'y a plus rationnel à faire, soit je filme, soit j'agis. Pourquoi j'agis? C'est la question que je me suis posée à ce moment-là, et c'est la question qu'on m'a posée le lendemain matin quand j'ai accepté de témoigner dans les médias. Je vous la fais courte, l'attaque dure 6 minutes. À la fin des 6 minutes, je descends par l'adrénaline, donc je suis presque paralysé sur le sol. Je suis pris en charge par les pompiers, oui, c'est ça, on est isolé par la police judiciaire, on nous dit surtout ne parlez pas, il faut que votre témoignage reste le plus pur possible pour la police judiciaire. Bref, on est emmené à la préfecture, déposition, 3 heures de déposition pour 6 minutes d'action. Je ressors de la préfecture, on me dit à la fin de la déposition, on me dit va voir un psy, je vais voir un psy, le psy me dit va voir un psy, je fais super, merci les gars. Je sors de la préfecture et il devait être 15h, 15h30 à peu près. Et il y a cet engin qui commence à vibrer dans ma poche. C'était les livres. À ce moment-là, j'étais au chômage, je ne savais pas encore très bien ce que je voulais faire dans ma vie, donc j'avais affiché sur mon gros profil LinkedIn en public mon CV avec mon gros numéro de téléphone en public sur le CV. Autant vous dire que ça a été un jeu d'enfant pour la jeunesse de me retrouver et même de me géolocaliser à partir de mon numéro de téléphone, puisque le soir même où j'étais rentré chez mon oncle et ma tante, j'étais en train d'essayer de dîner. Et ding dong, bonjour, c'est BFM TV, on s'est corrié là, on aimerait la voir à la télé s'il vous plaît. Comment vous savez qu'il est là déjà? Ah bah c'est simple, il n'a pas désactivé sa géolocalisation sur son téléphone. D'accord. Et en fait, c'est à ce moment-là, j'ai réalisé toute la. Parce que j'ai pas répondu au journaliste qui me harcelait, vraiment ça vibrait toutes les 30 secondes, je rigole pas. Ça vibrait toutes les 30 secondes. J'ai pas voulu répondre au journaliste. Et quand j'ai vu la pression médiatique arriver d'un coup, la télé débarquer à la maison. Quand j'ai vu que ça faisait l'actu de tous les plateaux télé le soir, je me suis dit, il y a peut-être. Qu'est-ce que je fais, je sais pas quoi faire. J'appelle un ami qui est journaliste à Paris,
un gars qui est scout comme moi, que j'aime beaucoup, bien plus âgé parce que je suis pote avec ses fils. Mais journaliste d'expérience et journaliste d'expérience dans de grands médias à Paris. Je l'appelle, je lui dis, je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il faut que j'intervienne ou pas, est-ce que j'écris une lettre ouverte, enfin j'en sais rien, j'avais des idées de nul à l'époque. Il me dit, Henri, t'as rien compris. Le sujet n'est pas de savoir si oui ou non tu vas parler dans les médias, la question c'est quel est ton message. Quel est ton message? Là j'ai fait, ok, j'ai compris, on va travailler le message. Le lendemain matin, je vous promets, je me préveille, c'était comme dans Tintin, j'ouvre le volet, c'est un store comme ça. Il y avait 50 journalistes en bas de la maison, avec les camions, avec les antennes comme ça. Ils attendaient comme ça devant la maison, avec les caméras braquées dessus. Je fais, oh, je suis caché derrière la fenêtre. Mais c'était pas, je ne rigole pas du tout, enfin, vraiment, faut le vivre pour le croire. Quoi. Et donc, on met en place une stratégie de communication avec cet ami journaliste qui avait tous les bons contacts sur place. Je commence par faire tous les plateaux, donc j'ai tout fait. De CNews, BFM, TF1, MC, Europe 1, j'ai tout fait dans la journée. D'ailleurs, pendant l'interview avec Bruce Toussaint sur BFM TV, Bruce Toussaint me dit « Vous avez rencontré le président Emmanuel Macron cet après-midi ?» Ah bon? Ah, d'accord. Et puis, 5 minutes après, je reçois un texto de « Bonjour, une escorte de police vient vous chercher pour vous emmener à la préfecture rencontrer le président de la République. » Je fais « D'accord. » Bon, bref, voilà, tout c'est pour vous donner un peu les insights du boulot. Mais la question que tout le monde m'a posée en réalité ce matin, c'est qui es-tu? Et deux, pourquoi tu as réagi? Pourquoi tu as réagi? Et en fait, je leur ai dit cette phrase qui était certes un petit peu travaillée en amont, mais qui est vraiment sortie du fond du cœur. Je leur ai dit, j'ai agi comme chaque Français devrait agir. J'ai agi comme chaque Français devrait agir à partir du moment où il se met au service de ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Je vous la redis, elle est très importante cette phrase. J'ai agi comme chaque Français devrait agir à partir du moment où il se nourrit de ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Je leur dis, ça tombe bien, je suis en train de faire le tour de France des cathédrales. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur, relevez la tête, fixez les flèches des cathédrales, elles sont peut-être en train de montrer une direction. Donc en gros, c'était aussi un moyen habile d'éviter tout discours de récupération et de sortir l'événement de son contexte actuel pour lui donner une portée symbolique et surtout une portée individuelle à chacun. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Alors moi, je me suis quand même réellement posé la question, qu'est-ce qui m'a poussé à agir? Qu'est-ce qui m'a poussé à agir? Aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est parce que, à travers mon éducation, j'ai la chance d'être né dans une famille catholique. Je suis tombé dans la passion magique quand j'étais petit, comme on dit. D'avoir grandi dans une école saine, en ayant touché à la musique, au théâtre, en ayant été petit chanteur, en ayant goûté au beau, en fait, toute ma jeunesse, puis en ayant fait du scoutisme, en ayant été abreuvé des grands récits ethniques que notre civilisation peut nous proposer, en commençant par Bayard jusqu'au Seigneur de Nano. Et puis surtout, c'est parce que ça faisait 2 mois et demi que j'étais sur le chemin des cathédrales et que je me nourrissais de la beauté des paysages de France, de la beauté des cathédrales et surtout de la beauté, de la gentillesse des gens qui m'accueillaient chez eux, puisque je le faisais en mendicité. C'est parce que j'étais uniquement nourri de toute cette beauté depuis 2 mois et demi que, sur le coup, le mal est devenu insupportable. Et que je ne pouvais que réagir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je pense que, dans le fond, c'est pour ça que nos ancêtres ont créé les cathédrales. C'est pour ça que les bâtisseurs se sont réunis un beau matin, en l'an 900. Hop, il y en avait un, il avait dessiné un dessin par terre avec son bâton. Il a réuni tous ses potes, il a dit, les gars, j'ai un projet, on va construire l'édifice le plus beau, le plus grand qu'on ait jamais construit, ça ne servira strictement à rien. Il dit, ça sert à rien, on n'en verra jamais la fin, on n'a même pas les sous et on n'a même pas les techniques. Est-ce que ça vous chauffe? Oui, ça me chauffe, et ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. Aujourd'hui, arriver dans un bureau de promoteur immobilier ou d'architecte avec ce genre de pitch, vous allez voir comment ça va vous faire recevoir. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'à l'époque, ils ont su se mettre ensemble dans cette direction pour porter un tel projet. Pourquoi? Pour nous offrir une beauté gratuite dans le temps long. Ils nous ont offert une beauté gratuite dans le temps long. Et cette beauté gratuite transmise dans le temps long, c'est une œuvre de civilisation. Et c'est cette mentalité-là que j'ai découvert pendant mon tour de France des cathédrales. C'est cette mentalité-là que j'ai découvert malgré moi à travers l'attaque au couteau d'Annecy. Et surtout, c'est cette mentalité-là que j'ai découvert à Domrémy, dans la chambre de Sainte-Jeanne d'Arc, sur mon chemin des cathédrales. Je me suis dit, cette fille, cette gamine, fille d'un propriétaire terrien, qui aidait ses amis à garder les moutons dans le champ d'à côté, qui reçoit des voix. Alors, on donne le clic qu'on veut à cette information, mais elle a des voix du ciel. Elle vit dans une époque où la France est réduite à peau de chagrin. Il n'y avait même plus de roi, il y avait un dauphin qui était surnommé le petit roi de Bourges. Il n'avait plus que Bourges. Il avait quelques villes qui lui étaient encore fidèles, et Domrémy faisait partie d'une petite enclave de quelques villages en Lorraine, entourés par les fidèles aux Anglais et aux Bourguignons. Et d'ailleurs, le village de Jeanne d'Arc s'est fait piller plusieurs fois pendant sa jeunesse. Elle voit ça, elle vit ça dans sa chair. Elle reçoit des voix qui lui disent un truc insensé. Pars à Reims faire sacrer le dauphin Charles. C'est Charles. Pars à Reims faire sacrer le dauphin Charles. Moi, Jeanne, mais j'ai 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux vertus fondamentales qui ont poussé Jeanne d'Arc à quand même le faire, c'est les deux mêmes vertus qui ont poussé nos ancêtres à construire cette cathédrale. Est-ce que vous connaissez ces deux vertus? Vous, au fond, je sais que vous savez que vous connaissez. Non. Ce ne sont pas des vertus spirituelles, ce sont des vertus morales, mais ce ne sont pas des vertus spirituelles. Tu as déjà répondu. Quelqu'un d'autre? Oui. L'audace? Non, ce n'est pas une vertu de l'audace. La force, non. Le courage, non. Justice, non. Merci. J'en ai une sur deux. La vertu de magnanimité. C'est un mot un petit peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Quelle est la deuxième vertu? Persévérance, non. Pardon? Humilité, qui a dit ça, je ne vois pas. Ah, pardon. L'humilité, exactement. Exactement. Humilité et magnanimité. Pourquoi ces deux vertus sont fondamentales pour les belles sœurs des cathédrales, pour Jeanne d'Arc et surtout pour nous aujourd'hui? Alors, je vais faire un petit peu de philo. Très légèrement, ne paniquez pas, mais je vais redéfinir ce qu'est une vertu. Une vertu, c'est une bonne habitude acquise par répétition d'actes. Je le redis une deuxième fois, puis après je vais illustrer. Une vertu, c'est une bonne habitude acquise par répétition d'actes. Typiquement, je me lève le matin, je fais mon lit. C'est automatique, j'espère, pour l'immense majorité d'entre nous. Mais ça, il a fallu qu'on y soit éduqués. Il a fallu au tout départ que notre maman, notre père, nous force à le faire. Henri, tu te lèves, tu fais ton lit, tu viens de te déjeuner, tu te brosses les dents. Vous voyez? Ce sont de bonnes habitudes acquises par répétition d'actes. On a tellement répété qu'à la fin, ça devient automatique. C'est une vertu. Alors ça, c'est une vertu pratique. Il y a différentes vertus. Il y a des vertus pratiques, des vertus morales et des vertus spirituelles. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, malheureusement, c'est une vertu qui est
mal comprise, qu'on a du mal à comprendre, en tout cas dans le pays, surtout depuis le 19e siècle, parce qu'elle a été un peu travestie dans la mentalité du 19e siècle. L'humilité, ce n'est pas la vertu de « je me flagelle en me languissant d'être tout petit et d'être misérable ». C'est pas ça, l'humilité. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est pas « je m'écrase devant votre entière magnificence, Seigneur, que vous soyez Dieu ou un Seigneur sur terre, j'en sais rien », c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est la vertu de la connaissance de soi. C'est donc la connaissance de ses faiblesses, mais c'est aussi et surtout la connaissance de ses forces. C'est la connaissance de ses forces et de ses faiblesses d'abord par rapport à soi-même, c'est-à-dire avoir une conscience éclairée de ce que je suis aujourd'hui vis-à-vis de moi-même, puis vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma communauté et vis-à-vis de mon pays, qui est la plus grande communauté presque organique que le Seigneur nous donne de vivre sur terre. La patrie, le pays, la nation. Donc l'humilité, c'est la connaissance de soi. La magnanimité. Magnus, magnanimitas en latin. Magnus, le grand, le plus grand, magnanimitas, le plus grand. La magnanimité, c'est la vertu de celui qui, par une disposition intérieure de l'esprit, va toujours chercher ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans sa vie. C'est donc une disposition intérieure de l'esprit. La magnanimité, c'est l'inverse de la pusillanimité. Pusillanime, c'est les petits, les tièdes, les médiocres. Blah. C'est ça, magnanimitas. C'est un très 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 beau mot qui a été complètement lié, et je m'en désole, parce que c'est la grande vertu des chefs et des bâtisseurs. Pourquoi ? Humilité et magnanimité, c'est les deux jambes de celui qui veut bâtir, c'est les deux jambes de celui qui veut diriger, c'est les deux jambes de celui qui veut être un leader, qui veut être un chef. L'humilité parce que je me connais, je connais mes forces et mes faiblesses, je sais où je me situe dans ma communauté, dans la société, donc je sais qu'est-ce que je peux apporter aux autres. La magnanimité, c'est que je suis capable de définir un idéal, de le montrer et d'embarquer tout le monde avec moi vers cet idéal. Ça, c'est l'esprit des bâtisseurs. Et Jeanne d'Arc a été profondément nourrie de ces deux vertus pour pouvoir se dire « Ok, je suis juste une petite fille, je sais à peine lire, à peine écrire, je sais faire mes prières, je sais coudre, je sais tisser la laine, je reçois des voix, ces voix me disent de rêver grand, je reçois un idéal, je rêve à cet idéal, comment je fais pour y arriver ?» Vous connaissez la suite de l'histoire, j'ai pas besoin de vous la refaire. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir ? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire à vous ce soir ? Jeanne d'Arc, c'est certainement celle qui, dans l'histoire de notre pays, a su le mieux cultiver ces deux grandes vertus. Pourquoi ? Imaginez une petite fille de 16 ans, 17 ans, qui arrive à la Cour de France. On lui tend un piège, à peine arrivé, on lui tend un piège. C'est un courtisan sur le trône et le roi qui est déguisé en courtisan. Elle ne tombe pas dans le piège. Imaginez l'humiliation de cette jeune fille. Imaginez toutes les humiliations qu'elle a vécues après, les trahisons des chefs de guerre, la trahison du roi. Après, imaginez toutes ces humiliations. Et pourtant, elle a su rester à sa place. Et avec un tempérament de feu, elle a su systématiquement rappeler aux hommes quel est l'idéal à suivre. Et c'est pour moi là le grand génie de Jeanne d'Arc. Parce qu'elle délivre Orléans. Jeanne d'Arc délivre Orléans. Énorme succès militaire, personne n'y croyait. Premier revers issu par des Anglais dans cette histoire. Après un long siège, d'ailleurs, on pourrait faire un blockbuster et nous dire rien sur le siège d'Orléans, tellement il y a des trucs à raconter. Première victoire, elle rentre d'Orléans, elle est acclamée. Elle est enfin légitime dans son action, elle est enfin légitime en tant que chef de guerre.
ses copains chefs de guerre, les gîtes et tout ça, j'ai oublié les noms, mais qui sont inscrits sur la cathédrale à l'intérieur, ils disent, bon bah trop bien, venez on fonce à Paris, parce que c'est la voie, c'est le chemin direct. On fonce à Paris, on vire les Anglais, et c'est bon, on n'aura plus de problème. Non, ce n'est pas là ce que veut le roi du ciel. J'utilise à dessein cette expression de roi du ciel. Ce n'est pas là ce que veut le roi du ciel. Le roi du ciel, il veut qu'on prenne un chemin de traverse. Il veut qu'on aille délivrer 5, 6, 7 villes avant d'arriver à Reims. Donc un chemin beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. Pourquoi? Parce que le but c'était de réincarner l'idéal dans la tête des Français. Le roi est sacré, il est sacré à Reims, c'est uniquement parce qu'il est sacré qu'il est roi de France et que la France existe. Est-ce que vous comprenez là le génie politique et spirituel de Jeanne d'Arc? Et elle a tenu bon, elle a réussi. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez ce célèbre épisode de la triple donation à l'issue du sacre? Le roi Charles, je vous la fais un petit peu romancée, mais pour que vous compreniez bien. C'est le roi Charles, sacré à Reims, Jeanne d'Arc, qui vient voir Jeanne d'Arc et qui lui dit: bon bah, chère Jeanne, je te dois mon royaume, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Jeanne d'Arc dit: vous êtes sérieux aussi? Vous êtes vraiment prêt à me donner tout ce que vous voulez? Le roi, oui, je vous dois pas. Ok, Jeanne appelle des notaires, je sais pas comment on dit ça à l'époque, mais des notaires. Hop, papier de notaire. Ok, vous écrivez, pardon. Le roi Charles offre son royaume à Jeanne d'Arc. Bam, 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 on écrit, on signe. Première donation. Deuxième donation. Jeanne d'Arc offre le royaume de France au roi du ciel. Adieu. Bam, 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 on écrit, on signe. Le roi du ciel rend à Charles le royaume de France. Troisième donation. Bam, 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 on écrit, on signe. Ces documents, ils existent toujours aujourd'hui. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve que pour Jeanne, elle a fait pas tant ça pour l'existence en tant que telle des papiers, elle a fait ça pour le roi. Parce que le roi doutait encore de sa légitimité. Elle a fait ça pour le roi. Le plus important pour Jeanne, c'est de dire: tu es choisi par Dieu pour diriger le royaume de France. Tu es parfaitement légitime pour reprendre ton royaume, chasser les Anglais. Chasser les Anglais. Et c'est pour moi l'exemple le plus marquant dans toute la vie de Jeanne d'Arc de cette vertu de magnanimité. Elle a rêvé grand, elle a défini un idéal et elle a réussi à l'ancrer dans la tête cabossée des gens de son époque. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et c'est ça le défi que nous lance les cathédrales aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous parler de Notre-Dame de Paris. J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu en introduction. Quand j'ai rencontré Emmanuel Macron le lendemain de la table de photo à Annecy, donc il fait le tour, on se savait, très bien, bonjour, je suis en concept, je suis intervenu sur la tech, il commence à repartir, et là je le rattrape. Enfin, je le rappelle, je dis: Monsieur le Président, j'ai une faveur à vous demander. Donc le président se retourne, m'attrape l'avant-bras, me caresse l'avant-bras comme il sait bien faire. Henri, je vous écoute. Monsieur le Président, je suis en train de faire un tour de France et cathédrales. J'aimerais vous demander la possibilité d'être présent le soir de la réouverture de la cathédrale, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important et ce serait un magnifique point d'orgue de toute cette aventure. Oui, Henri, j'en prends engagement personnel. Très bien. Et son conseiller après qui vient voir, tout petit pour note. Bref. 1 an et demi plus tard. Plus d'un an et demi plus tard. Non, si, quasiment 1 an et demi plus tard. 7 décembre 2024 au soir. Je suis le seul PU qui fait partie du carré or des invités du président de la République dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je suis 2 mètres derrière Donald Trump, qui vient d'être élu mais pas encore investi. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'il y avait Trump, Macron, Madame Biden, Brigitte. Donc, c'était rigolo. Ils sont bien séparés pour être tous là-dessus. Il y avait Zelensky, il y avait le prince Monaco, il y avait le prince William, il y avait le frère du roi de l'Europe, il y avait tout ce malade. Derrière moi, c'était des présidents africains, à côté de moi, c'était le président sud-américain.
D'ailleurs, je me souviens, il y en a un qui s'auto-permet parce que forcément j'étais le seul à connaître les chants et donc à chanter très fort pour devenir plus la bonne et tout ça. Il s'entend, il fait Ah, you sing very good. Who are you? Et en fait, ce qui m'a profondément marqué, voire bouleversé ce soir-là, le soir de la ouverture, c'est que j'ai vécu ce moment magique où même au XXIe siècle, même en décembre 2024, c'est-à-dire pile au quart de siècle du XXIe siècle, tous les grands de notre monde, ou au moins tous les grands de notre monde occidental, il n'y avait pas que Chapetin, il y avait tous les grands milliardaires, il y avait Elon Musk, il y avait tout le monde, se retrouvent ensemble, assis au même niveau, à regarder dans la même direction. La seule personne qui nous dominait ce soir-là, c'était la Vierge du Pilier. Vous savez, cette statue de la Vierge Marie qui est à l'entrée sud du chœur, donc à droite du chœur, le long du pilier. Elle est à peu près à 2,50 m de hauteur. C'est une statue miraculée, puisque la flèche s'est écroulée 30 cm de droite pendant l'incendie, et il y a des témoignages de pompiers qui racontent que quand ils sont rentrés dans la cathédrale, ils n'avaient pas une seule poussière sur elle. Il y a des très belles photos avec un rayon de lumière qui arrive sur elle comme ça. Ceux qui ont vu le film Notre-Dame brûle, ils ont réussi à montrer un petit peu ça à l'image. On voit une larme comme ça qui coule la Sainte Vierge. C'est la seule personne qui nous dominait ce soir. C'était la seule personne au-dessus de nous à nous regarder, alors que tout le monde regardait dans une seule direction. Regardez dans quelle direction? Au centre d'une cathédrale, il y a quoi? Il y a le chœur. Dans le chœur, il y a l'autel. Sur l'autel, il y a le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a, pour moi qui suis chrétien, certainement une partie d'entre vous qui sont chrétiens, il y a la présence réelle du Christ sur terre. C'est pour ça que les cathédrales ont été construites. C'est pour ça qu'elles ont été construites. C'est pour ça qu'elles ne servent à rien. Et tous les grands de notre monde occidental regardent dans cette direction. Et ça m'a profondément bouleversé. Parce que je crois que c'est profondément le message de l'incendie de Notre-Dame et de sa reconstruction. Et je suis dévoué, non, je peux tout désolé de vous dire, mais je suis fier de vous dire que je suis fier de notre président Emmanuel Macron pour ce coup-là. Vraiment. Parce que il a annulé toutes les contraintes de la vie politicienne, on va dire, de ce soir-là. Il avait prévu une allocution présidentielle, je ne sais plus quoi dire, tout le monde oublié. Ce soir-là, il est arrivé devant Notre-Dame de Paris et il a tout de suite redéfini l'objectif. L'idéal. On vient de vivre un incendie, Notre-Dame est sauvée. Ouf! Je nous donne 5 ans pour la reconstruire. Il définit l'objectif, il définit l'idéal. Dans la foulée, il nomme un général, le général Georges Lain, connu au sein de l'armée pour être un sacré caractère. Un des moins courageux. Il le sait, il fait exprès de le nommer. Et surtout, il fait voter des lois d'exception à l'Assemblée nationale pour que Notre-Dame de Paris, le chantier, puisse se passer de toutes les normes habituelles pour que le chantier puisse réellement avoir lieu. Humilité, magnanimité. Là où j'en suis, ce que je suis capable de faire, quelles sont mes forces et mes faiblesses, je prends des décisions en raccord avec l'idéal et j'emmène tout le monde dans cette direction. Et aujourd'hui, quand on voit la flèche de Notre-Dame de Paris toute neuve se dresser de nouveau dans le ciel parisien, pour ceux qui ont la chance d'entendre d'aller à Paris, c'est exactement ça que la cathédrale est en train de nous dire. Une flèche de cathédrale, ce n'est pas un joli morceau d'architecture. Une flèche de cathédrale, c'est un doigt pointé vers le ciel. C'est un pont entre la terre et le ciel. C'est un doigt pointé vers le ciel qui nous dit qu'une seule chose: rêvez grand et agissez en conséquence. Merci Jeanne d'Arc, merci de m'avoir écouté.
vraiment l'idée de Jeanne d'Arc, une grande, petite, mais vous l'avez vu, une des plus belles cathédrales, donc. C'est pas moi, c'est pas moi. Merci. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des questions à vous poser. Nous allons prendre le temps de quelques questions et ensuite, vous pourrez faire dédicacer votre livre. On se donne une vingtaine de minutes pour dédicacer vos livres. Alors, si vous avez des questions, il y a un micro qui circule. Vous êtes sous le... Je vais pas me ranger. Est-ce que vous avez visité la cathédrale d'Élie? Non, pas encore. Elle est encore dans ma liste de la vingtaine de cathédrales que je veux visiter, même si elle est en région parisienne. En fait, je ne veux pas la visiter tout seul. Parce que je sais qu'elle est particulière. Je sais que naturellement, je ne suis pas attiré par son architecture. Donc j'ai besoin d'avoir la bonne occasion, entouré par les bonnes personnes, pour qu'on puisse bien l'expliquer. Voilà. Oui, donc en profil, justement, pour te féliciter en tant que jeune, maintenant on est 32, je crois qu'il y a aussi pas mal de jeunes dans la salle. Je te félicite vraiment que tu as réussi à insuffler, peut-être avant, comme je l'ai eu, de vouloir vraiment aller partir à la découverte de la France, de ces cathédrales, de son patrimoine, etc. aussi, l'accord avec notre pays fabuleux. Donc vraiment, merci à toi de nous avoir fait Merci. des questions comme ça, qui ont permis à des jeunes de poursuivre cet idéal français. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Vous avez salué le travail du président sur Notre-Dame et sa rénovation. Je voulais savoir si au niveau des cathédrales, vous avez un avis sur la décision qui a été prise par rapport au changement du micro. Comment tu t'appelles? Enzo. Merci Enzo pour ta question. Donc la question c'est qu'est-ce que j'en pense des changements du micro à la Notre-Dame de Paris? Réponse courte ou réponse longue? Alors écoutez, sur le principe, j'y suis pas opposé. Je dirais bien sur le principe, j'y suis pas opposé. Pourquoi? Parce que j'ai visité donc, plus de 160 cathédrales en France. Je sais que c'est des monuments, des édifices qui ont toujours évolué à travers le temps pour incarner dans la matière des différentes marques, des différentes époques. Il y a eu plein, enfin tu vois, avec un exemple, autrefois il y avait des jumets dans les cathédrales, après le Concile de Trente et puis au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on a décidé d'abattre tous les jumets parce qu'il fallait ouvrir le cœur pour que les fidèles puissent accéder à l'Eucharistie directement. Et sauf que les jumets, c'était des chefs-d'œuvre d'architecture, donc tu vois. D'un point de vue historique, c'est extrêmement compliqué de s'opposer au fait de vouloir faire évoluer une cathédrale. Même à mon avis, c'est normal, et même à mon avis, ça devrait être un défi. Ça devrait être un défi. La cathédrale de Sainte-Croix d'Orléans, 542 ans de construction, après, il y a tous les styles, toutes les époques. Donc sur le principe, je n'y suis pas opposé. Sur le principe, je ne suis pas complètement opposé à l'idée de faire évoluer les vitraux mis par Viollet-le-Duc à l'époque, même si je comprends l'argument que c'est une œuvre d'ensemble et que si on remplace qu'un côté, ça fait un peu déséquilibré. Bon, c'est une appréciation. D'ailleurs, il y a eu d'autres projets de vitraux. Alors, les vitraux de Viollet-le-Duc ont déjà été enlevés plus d'une fois. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des vitraux qui ont été mis à la place. Ils ont été enlevés pendant la Seconde Guerre mondiale et on ne les a pas remis après. On a remis ceux de Viollet-le-Duc à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les avoir pour les protéger. Bon, bref, voilà. Donc sur le principe, je ne suis pas opposé. En revanche, je mettrai plusieurs conditions. Il faut que ça soit un artiste français, il faut que ce soit un artiste chrétien, que ça soit figuratif et que ça représente réellement un message christique, biblique, évangélique. Et l'intuition de Monseigneur Ulrich de dire, eh bien, il nous faudrait des vitraux sur la Pentecôte, elle est bonne. Quoi de mieux que la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit
dans le cœur des impôts qui sont partis évangéliser le monde, à notre époque, dans notre pays. Donc là, ok. En revanche, je suis pas d'accord avec le choix de l'artiste, je suis pas d'accord avec son style, et surtout, je suis pas d'accord avec le tempo politique à laquelle l'affaire s'est faite. Je trouve que là, pour le coup, Macron, il y allait comme un courant. Il y avait certainement des millions à mettre ailleurs. Donc voilà, tu as à peu près mon avis personnel. On m'a dit que lors de l'affaire du Kidalsi, vous aurez Arnaud Beltrame, vous aurez quitté. Qui vous quitte tout ça? Lors de conférence, vous demande d'être Arnaud Beltrame. Ah oui, c'est le père Jean-Baptiste. Oui. Il s'en va. La question c'est, il paraît que tu as une apparition d'Arnaud Beltrame qui t'a expliqué comment il fallait que tu agisses pour un tel couteau. Non, ce que je peux te dire, c'est qu'au moment où il a fallu prendre ma décision pour réagir, j'ai deux images fixes qui se sont imposées à moi, mais comme deux intuitions éclairs, en fait. Deux intuitions éclairs qui apparaissent dans ta tête au moment où il faut prendre une grosse décision. La première, c'est Saint-Michel-Archange. Vous connaissez a priori Saint-Michel-Archange. L'ange qui a repoussé les anges déchus qui refusaient de servir Dieu en enfer. Et la deuxième image fixe, la deuxième intuition, mais éclair que j'ai eu sur le moment, c'est Arnaud Beltrame, il a fait, je le fais. C'est ce qui s'est passé dans ma tête. Et puis à partir de ce moment-là, le cerveau s'éteint, il n'y a plus rien, toutes les hormones du corps sont mises à max, donc je passe en mode complètement animal, et là il n'y a plus de réflexion. Et zéro apparition. Je sais pas bien. Et voilà. Tu as parlé au début de ton top 5 des cathédrales. Pour avoir au moins les trois plus importantes, quels sont tes critères? Ok. Comment? Je répète la question. La question c'est quel est mon top des cathédrales? Et surtout quels sont les critères? J'ai envie de faire un jeu. Ça vous va ou pas? On va faire un vote à main levée. Je vais vous donner 10 cathédrales qui sont pour moi parmi les plus belles. Vous allez avoir chacun le droit de voter à main levée pour 2 de ces cathédrales que je vais donner. Ok? Et puis, à vue d'œil, je saurai comme ça quel est le top. Ok? Vote, donc le top de la salle, et puis après je donnerai mon top. Donc le top. Alors vous êtes prêts? Je vous donne d'abord les 10 cathédrales. Vous les enregistrez. Et après, je les retire, et à ce moment-là, on votera. Notre-Dame de Chartres. Sainte-Cécile d'Albi. On vote après. Donc Notre-Dame de Chartres, Sainte-Cécile d'Albi, Notre-Dame de Reims, Notre-Dame d'Amiens, Saint-Étienne de Bourges, Notre-Dame de Strasbourg, Sainte-Croix d'Orléans, Notre-Dame de Rouen. Et là, j'en suis à 8. Il me manque quoi? Notre-Dame de Paris. Et la Major à Marseille. Donc là, on a 10 cathédrales. C'est bon? Ok, je les dis une par une, et vous avez le droit qu'à 2 votes, je rappelle, et vous levez la main pour la cathédrale pour laquelle vous votez. Notre-Dame de Chartres. Ok. Sainte-Cécile d'Albi. Ok. Notre-Dame de Reims. Ok. Notre-Dame d'Amiens. Je ne sais plus si c'est Notre-Dame d'Amiens, mais c'est. Je sais pas, bref. Donc Amiens, pardonnez-moi. Amiens. Ok. Strasbourg. Ok. Bon, ok. Rouen. Pas beaucoup, Rouen. Bourges. Bourges. On aide Bourges, s'il vous plaît. Ok. Marseille. Il y a peu de Marseille et Marseillais dans la salle.
Notre-Dame de Paris. Ok, et Saint-Croix d'Orléans. Donc, j'ai votre top 3. On a dans le top 3, en top 1, Orléans dans cette salle. On a en top 2 Chartres et en top 3 Albi. C'est notre top à vous. À vous de lire. Maintenant, mon top 5 des cathédrales à moi, je dirais en premier Sainte-Cécile d'Albi. Cette magnifique cathédrale en briques rouges, de loin, ressemble à une forteresse médiévale, voire même à des silos à grands. Et quand on rentre à l'intérieur, on se prend une claque monstrueuse, parce que c'est d'ailleurs le dernier jubilé de cathédrale qui existe. Une merveille d'art gothique flamboyant qui a été sauvé in extremis à la Révolution française par un architecte de la ville, qui a écrit directement au directeur, je crois, à l'époque. Donc ça, c'est d'Albi. Moi, c'est mon top 1. En top 2, c'est Strasbourg. Strasbourg qui est le summum du gothique flamboyant, voire même foisonnant. C'est toute la malice médiévale, mais la malice dans le bon sens du terme, la malice médiévale incarnée dans la pierre. Il y a beaucoup de choses très rigolotes à aller observer dans l'architecture de Notre-Dame de Strasbourg. Après, mon top 3, c'est Saint-Étienne de Bourges, qui, à l'inverse de la cathédrale de Strasbourg, c'est du grand gothique hyper majestueux, mais complètement dépouillé, parce que ça a été construit par un évêque qui était moine cistercien, donc il a voulu faire du gothique, mais du gothique à la Monaco. Voilà. Et voilà. Ensuite, mon top 4, je dirais c'est Chartres, et mon top 5, je dirais que c'est Saint-Croix d'Orléans. Je suis obligé de vous faire plaisir. Voilà, peut-être encore une question. Je me demandais si l'acteur de patrimoine de la communauté en général, il tentait de trouver un dialogue avec les universitaires et les historiens. Alors, c'est une très bonne question. La question, c'est est-ce qu'à travers mon travail de mise en valeur du patrimoine, j'ai un dialogue avec le monde universitaire? Globalement, non, mais à quelques exceptions près, oui. En fait, ce qui est un peu triste aujourd'hui dans la défense du patrimoine, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui s'engagent très fortement, mais les instances publiques ont du mal à suivre le mouvement. Ça viendra peut-être, mais voilà, c'est l'administration française. Il y a DRAC qui souvent gère les choses, et comme c'est des gros systèmes, souvent c'est un petit peu immobile et compliqué à mettre en branle et à redonner un petit peu un souffle prophétique au truc. Voilà, et c'est bon, allez, on avance, on arrête les normes. Voilà. La médiation culturelle a besoin un peu d'un souffle, d'énergie un petit peu plus forte. Et par rapport moi personnellement, j'ai quelques contacts avec des professeurs, j'ai notamment un contact très sympathique avec Mathieu Lours, qui est le grand historien, le grand universitaire en France, spécialisé cathédrale. Il a écrit sa thèse dessus, et surtout il a écrit 2 livres que je vous recommande, qui s'appellent La grâce des cathédrales, qui sont des magnifiques gros livres imagés et qui synthétisent et classent toutes les cathédrales de France. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Dernier petit mot, n'hésitez pas à aller vous abonner au Chant des cathédrales sur Instagram et YouTube. J'ai besoin de votre soutien pour la création de contenu. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler sur une série pour Canal+, sur une série du patrimoine qui s'appellera Sur les chemins du patrimoine. Ça sera diffusé a priori cet été à la télé et puis après sur les réseaux sociaux. Voilà, et on est venu filmer les fêtes juridiques, mais pas que. Tout le patrimoine orléanais, enfin, une bonne partie. Quelques questions, s'il y a quelques... Voilà, une bonne